8e et dernière séance Démarrer. l'année scolaire pour le séminaire Météo et SHS, organisé par le Centre d'études de l'emploi et du travail et Météo France. Donc, pour cette séance, nous avons le plaisir de recevoir donc Jean-Baptiste Fressoz pour la présentation de son ouvrage coécrit avec Fabien Locher, Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique 15e à 20e siècle, paru au Seuil en 2020. Donc, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher sont tous deux historiens et chercheurs au CNRS et s'intéressent au régime de possession de la nature et aux réflexivités environnementales et à la façon dont ces réflexivités sont le produit du rapport historique entre les sociétés et leur environnement. On avait eu d'ailleurs l'occasion d'accueillir Fabien Locher lors d'une précédente séance de ce séminaire sur l'histoire de la science de l'atmosphère au 19e, lors de laquelle il nous avait parlé de son ouvrage Le savant et la tempête. Donc dans leur ouvrage, donc il va être question aujourd'hui, Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher nous montrent comment, contrairement à certaines idées reçues et certains récits positivistes, la préoccupation des sociétés pour le changement climatique d'origine anthropique ne date pas de la période récente de prise de conscience du réchauffement climatique et de ses dangers, mais date de bien avant, en fait, dès l'époque moderne, au XVe siècle, et ce, à l'échelle globale. Donc leur ouvrage retrace finalement l'histoire non linéaire de cette sensibilité des hommes et de cette préoccupation vis-à-vis du changement climatique et raconte comment des configurations d'enjeux divers, donc économiques, sociaux et politiques, ont infléchi cette histoire-là à différents moments. Donc pour discuter de cet ouvrage et le faire résonner avec leurs propres travaux, donc on a le plaisir d'accueillir également donc Yves Brunet, qui est directeur de recherche à l'INRAE, spécialisé en micrométéorologie et physique de l'environnement. Dans le cadre de ces recherches, il s'intéresse notamment à la modélisation des interactions entre météorologie, les arbres et la forêt. Il est justement beaucoup question dans l'ouvrage de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher du rôle des forêts dans le changement climatique et des controverses de l'époque quant à leur bonne gestion. Et nous accueillons également Sylvie Jourdain, donc ingénieure à Météo France, en charge des activités de recherche et de sauvetage des données anciennes pour l'étude du climat, puisque bien sûr, donc, il s'agit d'histoire que va nous présenter Jean-Baptiste, et donc qui s'appuie sur un certain nombre d'archives, et on aura l'occasion d'évoquer les questions de data rescue, de sauvetage des données, indispensables à la construction d'une histoire longue des évolutions du climat. Donc, on va procéder de la façon suivante. Donc, on va écouter donc Jean-Baptiste pour sa présentation, pour environ 45 minutes. Puis on aura 10 minutes de questions-réponses avec tout le monde. Et ensuite, on enchaînera sur les deux autres interventions avec Yves Brunet pour une trentaine de minutes et Sylvie Jourdain pour une trentaine de minutes avant de laisser place à la discussion générale. Et en fonction du temps qu'on aura, on fera peut-être une petite pause interactive entre les deux dernières interventions. Donc, on vous demandera de couper vos micros pendant les présentations et vous pouvez donc également poser vos questions soit dans le chat, soit directement en demandant la parole. Il y a en principe jamais ce truc, il y a un petit pouce. Enfin, il y a une icône pour prendre la parole, mais là, elle m'échappe. Vous allez dans la colonne participants et c'est tout en bas. Voilà. Plus que lever la main. Voilà. Merci Marie-Pierre. Donc, voilà. Donc, dans participants, en haut à droite, et il y a un petit bouton lever la main tout en bas. Voilà. Eh ben, Jean-Baptiste, c'est à vous. Merci Eleanor pour cette invitation. Je vais faire une présentation assez rapide de l'ouvrage et consacrer le maximum de temps à la discussion. D'abord, la naissance de ce livre. Ce livre, il est né d'une rencontre en archives, c'est-à-dire Fabien travaillait sur l'histoire des sciences de l'atmosphère, sur l'histoire de la météorologie en thèse. Moi, je travaillais sur l'histoire du risque technologique au XIXe siècle. Et dans nos recherches qu'on menait au même endroit, à savoir le centre Alexandre Coiré, avec le même directeur de thèse, Dominique Pest, qui s'intéressait à l'histoire culturelle qui s'intéresse à l'histoire culturelle et sociale des sciences.
on était tous les deux tombés sur des cartons d'archives. Moi, c'était à l'Académie des sciences, Fabien, c'était à Météo France. Donc depuis, je dirais 2002-2003, on avait en tête, on savait qu'il y avait une grande enquête qui avait été organisée en 1821 en France sur la question du changement climatique. On s'est vraiment mis à travailler sur l'ouvrage à partir après qu'on ait chacun fini nos thèses. Donc, pour moi, c'était en 2011. Donc c'est un projet qui a mis du temps à aboutir. Parce que, en fait, une bonne partie du travail, finalement, ça a été de remonter dans le temps. Parce que le point le plus surprenant, peut-être, quand on regardait ces cartons d'archives à l'Académie des sciences et à Météo France, c'est de voir à quel point l'idée d'un changement climatique anthropique, principalement lié à la déforestation, était commune, non pas seulement chez les savants de 1820, mais dans le public éclairés de province, que ça peut être des administrateurs, des maires, des sous-préfets, des terriens, des médecins de province. Là, quand le ministre de l'Intérieur interroge les préfets pour savoir voilà, est-ce qu'il y a un changement climatique, est-ce qu'il est lié à la déforestation, la question ne leur semble pas du tout étrange. Donc ça faisait partie de l'horizon mental, si vous voulez, d'une bonne partie de l'élite française dans les années 1820. Donc, il fallait bien voir que cette enquête de 1821, c'était pas du tout les prémices de quelque chose, ou c'était plutôt l'aboutissement d'un long processus. Donc, une bonne partie du travail, finalement, de recherche dans ce livre, ça a été un peu de retracer l'émergence ou de retracer la longue histoire des débats autour de ce que les humains font sur le climat. Alors, dans notre livre, il y a plusieurs temps, mais il y a une première partie qui traite de la colonisation de l'Amérique. Et une des thèses du livre, c'est vraiment que la colonisation de l'Amérique joue un rôle absolument essentiel dans les discussions autour du changement climatique anthropique. Les rares références qu'on trouve sur l'idée que les hommes changent le climat dans corpus antique, en fait, elles sont assez trompeuses parce que quand ils parlent en fait de changement de la nature, etc., c'est beaucoup plus le changement des sols, l'érosion qui est en fait en cause. Vraiment, le lien entre forêt et climat devient important du fait de colonisation de l'Amérique. Et dans toute une première partie du livre, en fait, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le discours sur le changement climatique est très optimiste. On va améliorer le monde. C'est un discours qui s'inscrit dans un discours impérial de justification de la colonisation américaine, qui commence très tôt, qui commence, à vrai dire, dès le second voyage de Christophe Colomb. Christophe Colomb est surpris, il navigue au large de la Jamaïque et il rencontre un phénomène qui lui semblait étrange alors aux Européens, à savoir les pluies des étés de l'été en zone tropicale, des pluies importantes, massives et réglées comme une horloge. Et ça surprend beaucoup Christophe Colomb et il dit finalement, le climat qui règne sur la Jamaïque, c'est le même qui régnait avant que les Européens, les Espagnols et les Portugais ne colonisent les archipels des Canaries ou les archipels de Porto Santo et de Madère, donc sous la couronne portugaise. Et l'argument ici est clairement un argument d'amélioration. Clairement, l'argument de dire finalement les Européens, les Espagnols en l'occurrence, vont pouvoir transformer les Caraïbes en analogue des îles Canaries ou de Madère, qui sont à ce moment-là des centres économiques très importants liés à la culture du Sud. Alors, je ne vais pas m'appesantir outre mesure sur le cas de Christophe Colomb, mais il est assez intéressant parce que il y a deux questions qui se posent. Premièrement, c'est pourquoi il tient ce discours. Et deuxièmement, d'où il tient cette idée assez étrange. Alors, pourquoi il tient ce discours? C'est assez facile de le comprendre quand on lit son journal en détail. En gros, il est en train d'expliquer que les îles des Caraïbes sont un environnement absolument idéal pour une colonisation agricole. Et il y a juste ce petit artefact problématique qui est le climat. Et finalement, dire que les Européens vont pouvoir normaliser le climat, c'est vraiment expliquer que les Caraïbes sont des espaces économiquement très profitables, seront des espaces économiquement très profitables quand on les aura vraiment colonisés. Et d'où il tient cette idée? Il tient tout simplement de son expérience de marchand de sucre qui a habité
Porto Santo, qui connaît bien en fait cette géographie-là. Et faut savoir que dès le début conquête de Madère et des Canaries, il y a tout plein de récits qui émergent et qui circulent parmi les naturalistes de la Renaissance, parmi les chroniqueurs du Nouveau Monde, qui reviennent à dire l'arrivée des Européens a été une forme de choc écologique. Évidemment, c'est pas du tout l'expression qu'ils emploient, mais ils insistent beaucoup sur la transformation assez rapide, même très rapide, des environnements. Par exemple, Madère, qui était l'île du bois, il y a un récit qui circule sur le fait que pour la cultiver, les Portugais auraient mis le feu aux forêts et Madère aurait brûlé entièrement pendant plusieurs jours. Voilà. Donc on a ce genre de récit, il y en a d'autres du même type, sur choc écologique. Il y a un autre récit qui a dû fortement influencer Christophe Colomb, à mon avis, c'est le récit du Garoé ou de l'Árbol Santo. Alors, ce récit du Garoé, c'est en fait un arbre quasi prodigieux qui pousserait au sommet de l'île la plus à l'ouest de l'archipel des Canaries, à Isla de Hierro. Et cet arbre aurait eu la capacité d'attirer les nuages et de les condenser en pluie. Et cette île, Isla de Hierro, elle est extrêmement célèbre pour les gens de la Renaissance, pour les navigateurs et pour les cosmographes de la Renaissance, tout simplement parce que c'est le méridien, le point zéro. C'est à partir de Isla de Hierro, qui symbolise un peu les confins du monde connu à cette époque, que les navigateurs mesurent leur distance vers l'ouest. Et cet arbre saint est extrêmement célèbre, on le retrouve dans bon nombre de chroniques du Nouveau Monde. Il faut aussi savoir que pour les chroniqueurs de début du XVIe siècle, les îles Canaries, Porto Santo, Madère, font partie de la même histoire que la découverte de l'Amérique. C'est-à-dire que c'est pas simplement une sorte de prélude, c'est que ça fait, en gros, les Caraïbes et Porto Santo, Isla de Hierro, ça fait partie au fond de ce même séquence historique, une conquête des Espagnols et des Portugais dans l'Atlantique. Donc c'est sans doute dans cette première expérience, si vous voulez, dans cette comparaison entre un nouveau monde, les Caraïbes, et puis le nouveau monde des Canaries ou de Porto Santo, que naît cette idée d'une amélioration climatique. On pense les Caraïbes comme analogue aux Canaries, comme analogue à Porto Santo, Madère. Et si le climat est différent, c'est parce qu'elles n'ont pas encore été vraiment colonisées, travaillées. Vous voyez que d'entrée de jeu, cet argument du changement climatique est un argument impérialiste. Dès 1548, il y a un texte assez impressionnant d'un administrateur espagnol à Santo Domingo, qui s'appelle désolé, ça va me revenir son nom dans quelques instants, qui explique que le climat a beaucoup changé depuis que les chrétiens sont arrivés, qu'auparavant cette île et d'autres n'avaient pas vraiment été travaillées, donc pas vraiment été possédées par les autochtones. Et la question du changement climatique, en fait, c'est d'entrée de jeu un argument de type profidentialiste en faveur de l'appropriation de l'Amérique par les chrétiens. Cet argument du changement climatique comme argument de souveraineté, on va le retrouver en Nouvelle-Espagne, mais aussi en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre, de manière assez proche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour la Nouvelle-France, les premiers, ce sont des jésuites qui écrivent sur le Canada. Ils décrivent des hivers absolument épouvantables, avec tout un débat qui a lieu en France pour est-ce que ça vaut le coup d'essayer de coloniser le Canada. Et l'argument, c'est de dire oui, ça vaut le coup, parce qu'à terme, quand on aura coupé les forêts, drainé les marais, etc., on aura une amélioration climatique, ça sera vraiment une nouvelle France. Alors, ces arguments, c'est des arguments qui s'inscrivent dans un discours impérial, c'est aussi des arguments qui s'inscrivent dans un discours de théologie naturelle. L'enjeu, c'est de savoir finalement qu'est-ce que l'homme fait dans un grand cycle providentiel qui est le cycle de l'eau. Et en fait, très tôt, vous voyez que pour l'instant, le discours du changement climatique, je vous l'ai décrit comme une forme d'optimisme. Mais très tôt en Angleterre, dès les années fin des années 1660, on a des théologiens naturels qui s'interrogent
sur le potentiel catastrophique de cette transformation de la Terre. Ils intègrent la question de la déforestation dans cette théorie très influente dans la théologie naturelle anglaise du cycle providentiel de l'eau, un grand cycle qui relie les zones océaniques équatoriales aux zones tempérées à travers l'évaporation de l'eau, la condensation. Et cet argument providentialiste, il sert bien sûr à décrire l'infinie sagesse de Dieu, qui a réussi à créer cet objet parfait, la Terre, qui assure la fertilité des zones tempérées où se trouve l'Angleterre grâce à l'organisation générale de la circulation de l'eau dans l'atmosphère. Mais on sait aussi à ce moment-là que les plantes jouent un rôle dans ce cycle de l'eau. Et donc la question, c'est est-ce qu'on ne serait pas en train d'attenter à ce grand cycle providentiel? C'est vraiment un schéma puissant qui relie, si vous voulez, par exemple, les océans aux zones tropicales avec la fertilité du sol en Europe. Parce que, suivant cette théorie, l'eau s'évapore, circule dans l'atmosphère, se condense sur les montagnes, qu'on compare aux pointes des alambics. Donc les vapeurs se condensent. Comme elles se condensent en montagne, elles font des ruisseaux qui érodent les montagnes et qui amènent des matières fertilisantes dans les plaines. Donc, vous voyez, c'est un grand cycle providentiel, c'est un grand cycle naturel, c'est un cycle global. Et la question qui se pose assez tôt, savoir est-ce que l'homme ne serait pas en train d'interagir avec ce cycle providentiel. On débat par exemple en Angleterre à la Royal Society de ce genre de questions et on débat aussi de est-ce qu'il y a vraiment un changement climatique en Nouvelle-Angleterre. Et très tôt, ça c'est quelque chose qui nous a surpris et j'y reviendrai par la suite, mais dès les années 1670, au moment vraiment des tout premiers thermomètres, Boyle et d'autres disent voilà, il faudrait utiliser les thermomètres pour essayer de renseigner l'évolution du climat en Amérique. De même, les premiers travaux de physiologie des plantes, l'étude quantitative des phénomènes qu'on appelle maintenant d'évapotranspiration, on va mesurer la quantité d'eau qu'exhale une plante dans un certain laps de temps, ce qui se fait dans les ballons des chimistes londoniens dans les années 1690, un texte de Ward de 1699, il le pense comme un analogue de ce que les humains sont en train de faire à l'échelle continentale. C'est-à-dire que vu que les plantes émettent beaucoup de vapeur d'eau, est-ce qu'effectivement ça ne confirme pas le phénomène que les impérialistes anglais renseignent depuis le début du XVIIe siècle? Est-ce que quand on coupe, c'est ça qui expliquerait que le fait que le climat s'améliore en Nouvelle-Angleterre depuis qu'on coupe les arbres. Donc vous voyez, ce qui est assez, peut-être frappant et intriguant, c'est que d'entrée de jeu, la colonisation est pensée par certains, dans certains cénacles de théologie naturelle, dans certains cénacles de philosophie naturelle autour de la Royal Society, comme une expérience globale, comme une expérience physique qui se joue à l'échelle du globe. Alors, on a beaucoup insisté dans le livre sur la qualité des savoirs produits sur le changement climatique. Et il y a un moment qui est important, à mon avis, dans la production de ces savoirs, c'est les années 1770, et la France joue un rôle important dans la production de savoirs. À partir des années 1774-1775, il y a un projet qui émerge en météorologie, et de réduire la météorologie à l'astronomie. C'est ce qu'on appelle l'astrométéorologie. C'est un projet qui est surtout porté par un astronome italien qui s'appelle Giuseppe Toaldo, qui est actif à Padoue à partir des années 1760. Il a hérité de son prédécesseur à l'observatoire de Padoue, qui s'appelait Poleni, de plusieurs décennies d'observations météorologiques. Et il dit il y a quelque chose de très utile qu'on peut faire à partir de toutes ces masses de cahiers météorologiques, sans pile et dont on ne fait pas grand-chose, c'est essayer de casser la période temporelle qui ramène les mêmes phénomènes météorologiques dans le temps. Et l'idée, c'est une fois qu'on aura découvert cette période météorologique, on sera capable de finalement réduire la météorologie à l'astronomie. Et comme l'astronomie est une science parfaitement prédictive, on sera capable de faire une météorologie parfaitement prédictive. C'est un projet qui enthousiasme toute une série de météorologues très, très célèbres. Louis Cotte en France est complètement, très, très intéressé par cette méthode-là. Louis Cotte lui-même va proposer, vous avez sans doute entendu parler, si vous êtes intéressé à l'histoire de la météorologie, Louis Cotte va lui-même proposer des tables
de prédiction météorologique pour tout le 19e siècle. On retrouvera genre de travaux sous la plume de Lamarck aussi au début du 19e siècle. Donc c'est vraiment un projet qui influence assez profondément la météorologie de la fin du XVIIIe siècle, qui vient de un des personnages importants, c'est clairement Giuseppe Toaldo. Et Toaldo, il fait quelque chose de très neuf pour essayer de casser ces périodes météorologiques. Il va faire tout un travail de moyennisation mesure, mais non pas de moyennisation globale, c'est-à-dire au lieu de dire voilà, j'ai 50 ans de registre météorologique, j'en fais la moyenne et c'est ça le climat de Padoue, il va découper ça en différents types de périodes, de tranches, donc là c'est de 5 ans en 5 ans, et il va calculer des écarts à la moyenne. La moyenne c'est temps, sur cette tranche-là de temps, on a un écart de tant de degrés. Et il arrive au résultat assez frappant que à Padoue, entre 1725 et 1774, donc en 50 ans, on a un refroidissement climatique assez brutal de 14 degrés à 10 degrés. Donc une perte de 4 degrés Réaumur en 50 ans, c'est un refroidissement tout à fait important. C'est un résultat qui intéresse énormément les savants français à Paris pour deux raisons. Premièrement, de manière assez conjoncturelle, 1775-67, l'hiver 75-76, c'est un des grands hivers de la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a une inquiétude sur la stabilité climatique qui se justifie pour des raisons tout à fait concrètes. Hein. Et puis, l'autre raison importante, c'est qu'à ce moment-là, la théorie qui commence à s'imposer dans l'espace savant, c'est la théorie de Buffon, alors qui s'impose avec énormément de réticence, on va dire, de la part des académiciens des sciences qui sont assez sceptiques face aux théories climatiques de Buffon. Et la théorie de Buffon, c'est de dire la Terre, c'était un morceau d'astre solaire qui s'est détaché du fait de l'impact d'une comète, et la Terre se refroidit peu à peu. Bon, il fait des expériences célèbres que vous connaissez sans doute, où il fait une analogie entre un boulet de canon chauffé à blanc et la Terre, et il en déduit en fonction du temps de refroidissement d'un boulet de canon, le temps de refroidissement de la planète, et donc il estime que la Terre a environ 75 000 ans, et qu'on est à peu près à mi-course, que dans quelques dizaines de milliers d'années, la Terre sera tout simplement invivable du fait du refroidissement inexorable de la planète. Donc, vous voyez qu'il y a cette conjonction en 1775-76 qui est assez intéressante, les travaux de Toaldo, la théorie de Buffon, le grand hiver, ce qui fait que les savants parisiens s'intéressent beaucoup à la question du changement climatique. Ils vont par exemple, parce qu'il y a un astronome qui redécouvre des vieux thermomètres qui avaient été gradués sur le thermomètre qui se trouve dans les caves de l'Observatoire de Paris. Il utilise thermomètre pour mesurer la température dans les caves, et il trouve que la température de la cave de Paris, de l'Observatoire de Paris, aurait aussi diminué. Donc il y a tout plein d'interrogations sur la thermométrie historique, parce que pour les savants expérimentateurs parisiens, il n'est pas du tout évident qu'on puisse utiliser des vieux thermomètres et des vieilles mesures pour faire de l'histoire de la thermométrie et faire l'histoire du climat. Il y a tout plein de raisons qui font qu'on peut en douter. Bon, par exemple, on utilisait de l'esprit de vin comme liquide thermométrique, de l'alcool. Et est-ce que cet alcool ne se dégrade pas et perd pas ses qualités de dilatation, de rétractation? Et donc, on a évidemment des thermomètres qui en fait évoluent eux-mêmes dans le temps, ce qui rend évidemment difficile leur utilisation pour faire de la thermométrie historique. Ou alors, pour les caves de l'observatoire, c'est Messier, un grand astronome spécialiste de précision, de mesures de précision, qui critique beaucoup ces mesures-là. Il dit, bah oui, forcément, auparavant, on rentrait dans les caves de l'observatoire avec une torche, un flambeau allumé, donc forcément, ça réchauffait le thermomètre, et donc rien que aller prendre la mesure perturbe la mesure. Donc il y a tout un travail, une discussion autour des thermomètres, qui est une discussion assez impressionnante à l'Académie de Paris à ce moment-là. Ils en arrivent à la conclusion que les thermomètres sont très mal standardisés, très mal calibrés, et que c'est assez illusoire de faire ce que Toaldo a fait. Alors, qu'est-ce qui reste comme méthode? Et c'est là où ça devient important pour
la climatologie historique contemporaine, c'est que ce que les savants vont proposer, c'est de fabriquer des proxys climatiques, de travailler à partir de proxys climatiques. Puisque la thermométrie marche mal, on va étudier d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier en particulier la végétation. Il faut voir que cette décennie-là, la fin du XVIIIe siècle, ces décennies-là, c'est un moment où l'acclimatation, c'est un des grands projets scientifiques de la monarchie française. Et l'expérience des travaux d'acclimatation, c'est justement que ça marche pas très bien. Si vous voulez, dans les années 1750, Linné peut encore espérer acclimater le riz en Suède, qui semble beaucoup plus critiquable vu par les savants des années 1770-1780. On se rend compte, même dans la gestion concrète des serres, que les plantes sont sensibles à des petites variations de température. Une des manières d'utiliser la sensibilité des plantes aux paramètres du climat, c'est d'étudier le changement de l'étagement de la végétation. Quelque chose qui est relativement bien connu, même si on a l'impression que c'est quelque chose qui est inventé sous Humboldt, mais en fait il y avait tout plein de travaux déjà précédant Humboldt sur le lien entre météorologie physique et plantes. Et donc, par exemple, si on trouve maintenant des troncs de mélèze, quel arbre qui ne peut plus pousser maintenant, on en trouve des troncs anciens, vieux, etc., ça montre qu'il y a un refroidissement du climat. Donc, les montagnes, de manière générale, jouent un rôle important dans la production des savoirs sur le changement climatique. C'est un peu des laboratoires, si vous voulez, des archives du climat qui sont disponibles pour les savants de la fin du XVIIIe siècle. Un autre facteur qui suscite l'interrogation d'un certain nombre de philosophes naturels, de naturalistes des années 1770-1780, c'est les impôts. Les impôts, à ce moment-là, sont payés, les censives sont payés en fonction des productions. Vous payez une censive en vin, une censive en blé, etc. Et des naturalistes se disent, moi je dois payer des censives en vin pour des terrains sur lesquels c'est impossible de faire pousser de la vigne maintenant. Donc ça incite aussi à croire qu'il y a un refroidissement climatique depuis quelques décennies. L'autre proxy climatique important, oui, il y a la végétation, il y a les rivières. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les rivières, c'est évidemment un proxy qui est très très pratique parce que l'état de la Seine en particulier est très bien renseigné depuis au moins les années 1730. Il y a un papier de Buache qui fait l'histoire des gels de la Seine, les histoires de crues de la Seine depuis 1730. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien renseigné parce que la Seine est évidemment un axe de commerce absolument vital pour Paris. Donc les rivières jouent un rôle important. Et le dernier proxy climatique, vraiment fondamental, surtout en Suisse, ce sont les glaciers. Là, les Suisses jouent un rôle vraiment, quand on lit les travaux des pasteurs suisses dans les années à partir de 1768, il y a un texte de Kuhn qui est très impressionnant sur le glacier de Grindelwald. C'est des travaux très empiriques, très minutieux sur l'histoire de l'évolution du glacier. Et le point important pour ces pasteurs protestants, c'est de réfuter Buffon. Buffon est un peu le symbole du savant matérialiste. Et en faisant une étude très empirique des glaciers, ils arrivent effectivement à une histoire du climat beaucoup plus heurtée que simplement un refroidissement tel que prédit par le système de la Terre de Buffon. Puisqu'ils montrent bien que les glaciers ont été beaucoup plus grands à la fin du XVIIe siècle, qu'il y a eu une période de recul et que dans la période récente, depuis les années 1750-60, il y a de nouveau une réaugmentation. Donc ce qui est intéressant, c'est que à travers l'étude des glaciers, on a déjà une forme d'histoire de la Terre beaucoup plus empirique. C'est pas simplement, c'est le grand historien de la géologie, Rudwick, qui fait bien ce contraste entre une vision du théorie de la Terre assez systémique type Buffon et une vision plus empirique qui révolutionne la géologie au XIXe siècle, mais qui déjà à la fin du XVIIIe siècle, pour le cas des glaciers, dit des choses importantes et intéressantes pour l'évolution du climat. La Suisse est assez fascinante parce que les études sur les glaciers continuent, et Buffon s'intéresse beaucoup à la mode des glaciers. Il contribue d'ailleurs à lancer l'attrait touristique pour les glaciers, parce que finalement, quand on a lu Buffon et qu'on se promène sur un glacier suisse dont on dit qu'il est en extension,
en fait, alors, on vit évidemment une expérience de sublime assez typique de cette époque-là, hein, de la grande nature, etc. Mais on vit aussi quelque chose de beaucoup plus profond, qui est les prémices de la mort thermique du globe. Et c'est pour ça que les savants suisses s'intéressent autant à l'évolution des glaciers à partir de la fin du XVIIIe siècle, parce que ils discutent, en fait, ils se demandent, ils sont aux premières loges de la fin du monde. C'est des questions assez importantes. Alors, troisième argument qui apparaît dans le livre, il y en a d'autres, mais celui important, c'est quand même le rôle de la Révolution française dans un basculement du discours sur le changement climatique. En gros, toute la première partie du livre est globale, c'est-à-dire on parle à la fois de l'Angleterre, de l'Espagne et de la France, que c'est une affaire de colonisation et de justification de l'impérialisme. Dans une deuxième partie de l'ouvrage, le récit se centre un peu sur la France, pour une raison assez simple, c'est que ce qui se passe est assez spécifique à la France, et ce qui se passe, c'est l'émergence d'une forme de catastrophisme climatique. La question du changement climatique n'est plus un argument sur l'amélioration du monde par les colons européens, ça devient plutôt la possibilité d'une forme d'effondrement climatique. Alors pourquoi la Révolution française joue un rôle important ? Il y a plusieurs raisons à cela. Alors une première raison qui est un petit peu en décalage par rapport simplement à la Révolution, je pense qu'elle est importante, c'est l'augmentation du prix du bois à partir des années 1750-60. En particulier, en 1784, il y a un grand hiver à Paris où le prix du bois explose et ça suscite la production de rapports et en particulier d'un concours académique qui est organisé par la Société royale des sciences de Lyon. Et ce concours académique, il porte sur l'efficacité énergétique des cheminées. Et on voit déjà qu'il y a des arguments de type, finalement, c'est très important de faire des cheminées efficaces. Alors évidemment, c'est pas efficacité énergétique, mais faire des cheminées qui chauffent bien une pièce avec relativement peu de bois, parce que en fait, ça protégera les forêts. Et cette protection des forêts, si vous voulez, les forêts, c'est un petit peu le fil qui maintient la terre en équilibre. Donc il y a ce moment-là, grand hiver. Il y a la publication aussi d'un ouvrage très influent de Bernardin de Saint-Pierre. Donc Bernardin de Saint-Pierre, donc bien connu, hein, il est allé à l'île Maurice et donc l'Île-de-France et à La Réunion, l'île Maurice à La Réunion, et il rencontre Pierre Poix. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce récit qui est assez connu parce que Richard Grove en avait déjà parlé. Et c'est en fait pas Pierre Poivre qui est important, c'est vraiment Bernardin de Saint-Pierre qui publie des best-sellers et qui fait une théorie qui vraiment place l'arbre au centre de l'équilibre climatique. L'arbre est toujours bénéfique pour le climat chez Bernardin de Saint-Pierre. Chez Buffon, c'était différent. Buffon, il pensait qu'on pouvait à la marge améliorer le climat en déforestant, parce que l'arbre était un facteur humidificateur, si vous voulez, de l'atmosphère. Chez Bernardin de Saint-Pierre, l'arbre est toujours très très positif. Donc il publie ses études de la nature en 1784. 1784, c'est aussi le grand hiver. Donc il y a déjà, si vous voulez, un premier moment où on s'interroge sur le changement climatique de manière un peu plus large comme catastrophe possible. Mais vraiment, 1789 joue un rôle fondamental dans notre récit. Plusieurs raisons. Première raison, les révolutionnaires qui ont déjà été acculturés à cette idée d'un changement climatique anthropique blâment la monarchie de la dégradation du climat de la France. On trouve ça surtout chez des jacobins, hein, comme Coupet ou d'autres, qui expliquent que la monarchie, elle gère mal le territoire français. Elle laisse par exemple les marécages proliférer. Bon, ça c'est bien connu. Il y a un très beau livre de Reynald Abad sur l'assèchement des étangs avec cet argument-là, déjà, cet argument du climat médical. Elle laisse les espaces se dégrader à cause de l'humidité et aussi elle gère mal les forêts. Et ce faisant, elle détraque le climat de la France. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant dans ses écrits de 19 jusqu'en 92-93. C'est à quel point on voit les révolutionnaires qui pensent une nature comme quelque chose de très très historique. Par exemple, Coupet, il écrit que le Sahara, c'est une fabrication humaine. C'est parce que les populations locales ont mal géré l'environnement et elles ont produit finalement une désertification et un changement climatique absolument radical, quoi. Donc la question, c'est éviter ce destin funeste à la France, et pour ça la République le fera mieux avec
avec un argument temporel. En gros, la monarchie gère mal les bois pour plusieurs raisons. Déjà parce que les charges sont vénales, donc les administrateurs des forêts gèrent ça de manière corrompue, etc. Et puis aussi parce que les rois ne voient pas plus loin que le bout de leur règne, et donc ils ont tendance à surexploiter les forêts pour leur gloire militaire ou leur gloire personnelle, etc. Alors qu'une république, elle, gérera le temps, évidemment, avec des horizons très très lointains, des temps infinis, et donc gérera beaucoup mieux les forêts. Donc il y a vraiment cet argument de politisation du changement climatique qui est très puissant, parce que vous savez évidemment que la Révolution française, une partie de l'histoire de la Révolution française, c'est quand même des mauvaises récoltes en 1789, et le peuple a faim parce que le climat s'est détraqué. Donc il y a tout un arrière-plan de climatologie et un arrière-plan politique dans ces arguments de transformation climatique en 1789. Deuxième facteur qui fait qu'on parle beaucoup de changement climatique à partir de la Révolution française, c'est lié à tout un programme de gouvernement des populations rurales. C'est très net à partir de 92, où les députés parisiens sont horrifiés par ce que les paysans font, ou prétendent faire en tout cas, sur les forêts françaises. Alors ça grossit dans un temporalité un peu plus longue. À partir des années 1760, il y a Lucien Febvre appelait la révolution féodale, la réaction féodale, pardon, les aristocrates, effectivement, se constituent des domaines forestiers d'un nouveau genre. Tout simplement parce que comme le prix du bois augmente, ça vaut le coup de centrer les forêts sur la production de bois et donc d'exclure les paysans de l'usage des forêts, d'aller faire paître des bêtes ou d'aller faire son bois mort. Et c'est vrai qu'il y a, bien renseigné, bien étudié par les historiens, il y a tout plein d'initiatives de la part des aristocrates, mais aussi des bourgeois, pour exclure les paysans des forêts communales. Par exemple, une forêt communale, un aristocrate peut s'en approprier un bout en justifiant ça par différents droits, ou alors un commun, il peut dire qu'il va le reforester et il peut en récupérer un morceau en disant voilà, je vais faire des plantations sur cette partie-là des communs d'un village. Donc il y a tout un tas de raisons qui font que l'arbre, au même titre que les étangs, si vous voulez, sont des symboles de la féodalité pour toute une frange de la paysannerie. Et c'est vrai qu'à partir du 14 juillet 1789, on sait qu'il y a beaucoup d'incursions. C'est dans les archives de la police révolutionnaire, on s'est renseigné. Il y a énormément d'incursions en forêt. Alors c'est décrit comme du pillage, comme du vandalisme, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que vu par les paysans, c'est plutôt vu comme une restauration de leurs bons droits. Et d'ailleurs, souvent, il y a ils y vont en masse, sans se cacher, etc. Donc c'est vraiment vu comme une défense d'un droit, d'une économie morale, d'un droit naturel quasiment sur ces forêts. Et pour contrer ça, les agronomes vont commencer à diffuser un discours sur l'arbre comme facteur climatique. C'est un discours semi-savant qu'on voit dans la Feuille paysanne, dans des revues destinées aux paysans révolutionnaires, aux paysans de la Révolution. Le problème, c'est comment expliquer. Ils se rendent bien compte que ça va être compliqué de surveiller chaque forêt, etc. Et puis en plus, il y a tout plein de forêts privées. Et les forêts privées, à partir de 1791, ne sont plus soumises à l'autorité de l'administration des eaux et forêts. Donc ça veut dire que les propriétaires forestiers ont le droit de couper leur bois. Donc il faut convaincre. Et il faut convaincre, il y a tout plein d'arguments. Et il y a un argument de type recyclage de la théologie naturelle pour des fonctions républicaines, en disant la forêt, c'est ce qui maintient l'équilibre climatique, et c'est ça qui assure finalement la fécondité des terres, le retour ordonné des saisons. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que cet argument se diffuse beaucoup plus, l'argument du catastrophisme climatique se diffuse beaucoup plus largement. Et troisième raison qui fait que la Révolution française est vraiment importante, c'est une raison plus conjoncturelle, mais qui est assez importante à mon avis pour la longue durée du caractère spécifique de la France, c'est la nationalisation des biens du clergé. Quand la constituante dit voilà, on nationalise les biens du clergé, ça veut dire qu'il y a un immense domaine forestier qui se retrouve domaine public, domaine national, et la question qui va se poser de manière assez récurrente, c'est de savoir quand on doit désendetter l'État, quand on doit payer des dettes, etc. Surtout évidemment avec la guerre, la question va
s'imposer toujours davantage. Est-ce qu'on peut vendre un morceau de ces forêts nationales? Et dès mars 92, il y a un grand débat à l'Assemblée où certains acteurs comme François-Antoine Roche, Rouget de la Bergerie, qui sont les grands promoteurs de la théorie du changement climatique pendant la Restauration, ces acteurs-là interviennent en disant si vous vendez les forêts nationales, alors on prend un risque énorme sur le front du climat. Et ça, cette question vraiment, ce qui fait que à chaque loi de finances, sous la Restauration, à chaque loi de finances, il va y avoir des débats sur le changement climatique parce que la question se pose de savoir si l'Assemblée autorise le gouvernement à vendre une partie des forêts nationales pour se désendetter. Alors, ce qui nous amène un peu à l'enquête de 1821, pardon. Il nous emmène à l'enquête de 1821. C'est quoi le contexte de cette enquête de 1821 avec laquelle j'avais introduit mon exposé? Il y a plusieurs contextes. Premier contexte, c'est l'explosion du Tambora, un volcan donc qui se trouve en Indonésie, qui fait la fameuse année sans été en 1816. Et cette année sans été, elle est perçue en France comme la confirmation du changement anthropique du climat. Très rares sont ceux, à vrai dire, la seule personne dont on a connaissance qui fait le lien entre le volcan et l'année sans été, c'est un Français, et c'est Volney, qui était un fameux orientaliste qui lisait les écrits anglais sur l'explosion et qui fait ce lien entre, mais c'est le seul. Archi-dominant, c'est plutôt que depuis la Révolution, il y a un problème dans le climat. Donc c'est un argument qui est très, très pratique, si vous voulez, pour les royalistes. L'autre point de contexte, c'est la question des dettes héritées de la Révolution et de l'Empire. Et est-ce qu'on peut vendre des forêts pour solder ces dettes? Et donc, à la Chambre, il y a des débats avec Chateaubriand, Bonald et d'autres figures très connues du parti ultra-royaliste qui refusent la vente des forêts nationales en mobilisant des arguments de type climatique. Alors, je vais peut-être passer ça. Je voulais simplement dire que on voit un peu aussi la prégnance de ces débats au moment de la Restauration en France, du fait d'un acteur bien particulier qui s'appelle François-Antoine Roche, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, qui crée en 1821 une revue qui s'appelle les Annales européennes, qui est entièrement dédiée à la question de la déforestation, du changement climatique. Et François-Antoine Roche, qui est intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans cette revue, mais il propose un récit de la nature qui est assez original, qui est un récit décliniste, mais aussi un récit potentiel de régénération. C'est un récit qui s'inscrit en contrepoint de Buffon, parce que chez Buffon, par exemple, la forêt vierge est vue comme une nature très malfaisante, mais au contraire, chez François-Antoine Roche, il y a une description de la forêt vierge comme un Éden, donc il le fait avec des belles gravures. Ça, c'est le point de départ de la Terre, si vous voulez, ça c'est le point d'arrivée, c'est l'Orient. Les ruines de Babylone au milieu des déserts, c'est la preuve que les humains agissent, quand ils sont les barbares, agissent mal sur la planète. Ils déforestent, et ils créent un changement climatique qui crée leur propre dégénérescence raciale. Donc il y a tout un argument racialiste et raciste derrière ces arguments de changement climatique à cette époque. Ça, c'est l'état du sud de la France, où on voit déjà les prémices de ce qui risque de nous arriver, une situation à la Babylone dans le sud de la France, donc des montagnes dénudées, les oiseaux qui s'en vont, les filets vides, les pêcheurs. Et puis, ça, c'est ce dont François-Antoine Roche rêve, et bien d'autres, il n'est pas le seul, c'est depuis la Révolution française, en fait, on parle de ça, des grands plans de régénération de la nature, avec des plantations d'arbres sur les montagnes, des pépinières, et puis aussi remettre de l'alvinage dans les rivières, tout ça pour régénérer la nature. Et si on réussit à faire ça, les oiseaux reviendront, les filets seront nouveaux pleins, etc. Alors, c'est dans ce contexte-là, vous voyez, qu'émerge cette grande enquête de 1821. Donc, elle participe de quelque chose de beaucoup plus large, qui a une longue histoire, qui est, si vous voulez, une histoire qui commence au XVIe siècle, dans un discours triomphaliste, impérialiste, qui se transforme à la fin du XVIIIe siècle, en France particulièrement, en catastrophisme climatique, qui est lié à des questions de finances publiques et de vente des forêts nationales, qui jouent un rôle absolument fondamental pour le cas particulier français, parce que c'est un cas particulier.
C'est-à-dire que dans d'autres pays qu'on a étudiés, en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, même en Allemagne, on a un peu moins étudié le cas allemand, on n'a pas trace de tel débat. Ou alors c'est plus tard. Donc c'est-à-dire que quand il y a des débats, par exemple en Autriche dans les années 1830, il y a des débats forestiers où on invoque le climat. En Russie dans les années 1830, on a aussi des débats, mais à chaque fois ils font référence au débat français. Donc c'est sûr qu'il se passe quelque chose d'assez particulier en France. Si on prend le cas américain, où il y a beaucoup de discours sur le changement climatique, c'est toujours un discours optimiste, encore au début du 19e siècle. C'est de dire les États-Unis deviendront le meilleur climat du monde, auront le meilleur climat du monde, parce que on aura une race chrétienne blanche et protestante qui va mettre à profit le territoire américain. En Angleterre, c'est plutôt une forme de désintérêt face à ces questions. On n'a pas autant de débats, même en termes de climatologie historique, il n'y a pas de travaux aussi riches. Et l'argument, c'est quand on s'intéresse à la question du changement climatique, c'est seulement pour les marges, avec l'Écosse, certains coins d'Irlande, mais c'est pas en tout cas l'Angleterre en tant que telle. Voilà. Donc il y a vraiment un particularisme français dans ce catastrophisme. Alors le point, et je finirai sans doute là-dessus, c'est que ce débat français ce catastrophisme français, si vous voulez, climatique français, va se diffuser en tirant profit de la colonisation. L'argument marche très bien évidemment en Algérie, puisque pour les impérialistes français, la colonisation de l'Algérie sera une forme de restauration climatique. Et on voit bien que ceux qui tiennent en premier ce discours dans les années 1830 en France, sur l'Algérie, en fait, ils connaissent les débats français. La colonisation, là pour le coup, l'Algérie n'est pas du tout un laboratoire de l'inquiétude climatique, c'est plutôt en fait elle est intégrée dans des débats sur le changement climatique plus généraux, mais en tout cas, les Français se présentent comme ceux qui vont restaurer le climat algérien qui a été mal géré. La nature a été maltraitée depuis la conquête musulmane en particulier. Il y a un très fort discours anti-musulman. Ce discours, on va le retrouver en Inde, sous la plume d'impérialistes britanniques, et dans les écoles de foresterie de Nancy, et puis après en Allemagne, etc., on se met à parler de déforestation et de changement climatique, parce que c'est un argument évidemment très fort pour un pouvoir forestier. Alors, la conclusion, vraiment pour de vrai, la question qui se pose, mais peut-être qu'on y reviendra en discussion finalement, c'est comment on est sorti, on pourrait appeler ce premier anthropocène, c'est-à-dire de époque qui commence au XVIe siècle, qui s'achève quelque part dans le second XIXe siècle, qui pense que l'humain agit très fortement sur la Terre, et en particulier sur le climat de la Terre. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette sortie. Je dirais qu'il y a des raisons assez scientifiques, en particulier par exemple les âges glaciaires. La théorie des âges glaciaires, on peut très bien montrer qu'elle émerge de débats typique de la fin du XVIIIe siècle sur le refroidissement des Alpes suisses et le rôle potentiel des montagnards suisses dans ce refroidissement-là. Mais à partir du moment où, après les travaux d'Ignace Venette et puis évidemment surtout ceux d'Agassiz, on comprend qu'il y a eu non pas simplement des glaciers un peu plus grands, mais des glaciers absolument titanesques dans un passé très lointain. L'image, c'est plus vraiment des humains qui transforment le climat de la planète, c'est plutôt le climat de la planète qui se transforme pour des raisons climatiques, économiques sans doute, et les humains sont pris dans ces grandes mutations glaciaires. Donc ça c'est un point important. Le deuxième point important, c'est l'extension évidemment de la durée du globe, temps planétaire. Chez Buffon, la planète elle a 75 000 ans, ce qui fait que quand on fait l'histoire humaine ou l'histoire de la planète, c'est un peu la même histoire. Il y a une forme de concordance des temps. À partir du moment où les théories gradualistes s'imposent en géologie, la planète acquiert un âge tellement immense que les humains, finalement, l'histoire humaine se déconnecte de l'histoire de la planète, ce qui n'était pas du tout le cas chez les historiens de la fin du XVIIIe siècle. Je pourrais revenir là-dessus. Et puis la dernière raison qui est, à mon avis, aussi importante et influente, c'est qu'on sort de l'ancien régime agricole. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1850, la question clé du pouvoir politique, ça reste
frumentaire, c'est-à-dire que le climat, la météorologie désastreuse fait peser un risque politique sérieux pour une région et même pour le pays. On le voit très bien d'ailleurs dans certaines archives départementales, il y a des séries météorologiques qui sont envoyées régulièrement au préfet, elles s'arrêtent souvent, en tout cas, s'étiolent à partir des années 1840-1850. Donc il y a vraiment cet affaiblissement de la question frumentaire qui fait qu'on s'intéresse moins politiquement, à mon avis, à la météorologie. Et la forêt aussi perd de son importance économique, même si la forêt reste évidemment économiquement très centrale pour construire tout plein de choses importantes à la fin du XIXe siècle. Le bois et les forêts n'ont plus la même charge politique qu'elles avaient dans la première moitié du XIXe siècle. Il y a une dernière raison, mais vraiment là je m'arrête, c'est que quand on regarde les écrits en particulier sur l'Afrique ou sur l'Asie d'un autre empire qui est l'empire américain après la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup moins au climat et ils construisent leurs théories tant sur la dégradation des sols et sur l'érosion, souvent en termes de réfutation des anciennes théories européennes, des impérialistes européens qui étaient centrés sur le climat. Donc il y a plein de raisons, et je pourrais en lister d'autres, vous en donner d'autres, qui font qu'on s'intéresse nettement moins au climat dans la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Même si vous regardez l'écriture de l'histoire, elle se fait de manière beaucoup plus séparée. Les historiens à la fin du XVIIIe siècle racontaient communément l'histoire de populations humaines qui croissent, qui agissent sur leur territoire, qui changent leur climat, qui améliorent leur climat et qui créent les conditions même d'une amélioration de leurs mœurs, de leur civilisation. Ce récit-là a plus tout cours dans l'écriture de l'histoire. En sociologie aussi, si vous regardez la sociologie de Durkheim, elle se construit aussi contre ce type de déterminisme climatique. Voilà, je vais m'arrêter ici. On est trop fastidieux. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation très intéressante. Je vous propose on est parfaitement dans les temps, donc je vous propose qu'on prenne 10 minutes de questions-réponses. Pépin, raise their hand. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait eu des enquêtes sur le climat pendant la Révolution ou pas du tout. Pendant la Révolution même? Non, Ouais, pendant très la peu. Révolution. Non, il n'y a pas d'enquête. C'est plutôt des discours mais il y a peu de. Non, il n'y a pas d'enquête. L'enquête la plus remarquable, c'est celle de 1821, quoi. Donc c'est après. Une question dans le chat de Serge Planton qui dirigeait les équipes de recherche sur le climat à Météo France jusqu'à récemment. Et donc Serge qui pose la question, le discours sur le rôle des forêts a-t-il persisté plus longtemps dans les régions de montagne? Oui. En particulier à la météo, on connaît l'observatoire de l'Égoile et le rôle de Fabre, donc qui sont tous ces héritiers de Pierre-Antoine Roche, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que sous le Second Empire, les questions de reboisement, puis sous la Troisième République, les questions de reboisement et de restauration des terrains de montagne, on fait mention de cette question du lien entre forêt et climat, c'est certain. Mais d'une manière générale, en particulier du point de vue météorologue, il y a plutôt un consensus qui se dessine pour dire que c'est une théorie qui est compliquée à prouver. Et les forestiers, ils en ont plus vraiment besoin parce qu'ils vont se centrer sur l'érosion. Et le maintien des terrains de montagne, le fait que la terre doit rester sur les pentes et pas être entraînée par le ruissellement pour pas que les ruisseaux se transforment pas en torrents et ensuite créent les conditions des inondations en plaine, etc. Ça leur suffit au fond. Donc il y a une forme quand même de désengagement de la question climatique, y compris sur les régions de montagne où on va se centrer sur l'érosion. Alors, vous allez me dire, souvent, les deux questions sont liées. Donc, c'est pour ça qu'il fallait bien faire attention quand on vraiment lire les textes en détail, voir s'ils parlaient vraiment de climat, comment ils en parlaient, ou s'ils parlaient, en fait, d'érosion, qui est beaucoup plus simple à prouver, au fond. Beaucoup moins compliqué, quoi.
Alors, sur les énergies fossiles, oui, c'est le caractère un peu paradoxal et ironique de notre histoire, c'est-à-dire que c'est très clairement les énergies fossiles qui permettent de sortir de ce, pas que les énergies fossiles, mais elles jouent un rôle important dans la fin de l'ancien régime agricole, tout simplement la capacité de transporter massivement des céréales par le train, ou par bateau à vapeur, mais par le train, ça c'est fondamental pour comprendre la résilience des pays riches face aux accidents climatiques second 19e siècle. En gros, c'est difficile d'imaginer une famine à l'échelle d'une région entière après 1850, 60 dans les pays d'Europe occidentale. Donc la dernière grande famine, c'est non celle de l'Irlande. Mais vous voyez que c'est sûr que ça joue un rôle très important. Et donc les énergies fossiles, d'une certaine manière, font qu'on s'intéresse beaucoup moins au climat, effectivement. Et on arrête de se penser comme dans un premier anthropocène, effectivement, du fait en partie des énergies fossiles, tout à fait. Oui, moi j'avais une lecture qui était c'était local, c'était régional, en fait la perception du rôle de l'homme sur son environnement. Mhm. En fait, ce que j'ai mieux compris avec l'exposé là, c'est que en fait c'était déjà global. La perspective elle est globale, c'est-à-dire que c'est le monde connu, mais c'est global. Mhm. C'est clair avec les Caraïbes, enfin l'extension Madère, Açores, les Caraïbes, Canaries, Alors, avec les colonies. Enfin voilà, c'est tout un monde qui petit à petit s'élargit. Euh, donc ça serait intéressant. Est-ce qu'il y a des travaux, par exemple, dans des pays qui sont très différents des pays occidentaux que tu as mentionnés, étudiés? Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont connus qui donnent une perspective justement différente, et notamment dans le débat climatique aujourd'hui, avec les revendications de certains États par rapport à d'autres? Ce sont des éclairages qui sont intéressants. alors, sur l'échelle est en fait sujet de débat. Le fait qu'il y a un effet local, je dirais, fait consensus. C'est pas trop. Alors, si je prends l'exemple, enfin, si on prend les sources de 1821, ça fait à peu près aucun doute, quoi. Après, il y a l'idée d'interaction à l'échelle européenne, c'est-à-dire que si vous déforestez en Allemagne, il peut y avoir un impact sur le climat de la France. Et puis après, il y a des cycles de l'eau, en fait. C'est cette théorie du cycle de l'eau qui fait qu'il y a un opérateur important de la globalisation de l'argument. En gros, si vous déforestez de vastes zones comme la déforestation en Amérique depuis le XVIIIe siècle, alors vous pouvez perturber le cycle de l'eau à l'échelle globale. Et par exemple, la fameuse année sans été de 1816, certains la lisent, donc Roche, mais pas que Roche, il y a aussi à la Royal Society, il y a aussi des arguments de ce type-là qui sont discutés, etc. Mais vous avez trop déforesté, l'eau circule moins bien, elle s'accumule dans l'atmosphère. Pour des raisons complexes, elle va plutôt se condenser au pôle. Au pôle, l'eau se tombe sous forme de neige, la calotte glaciaire s'agrandit, et comme la calotte glaciaire s'agrandit, ça refroidit l'Europe. Donc, vous voyez, vous avez des formes de téléconnexion globale assez étranges, mais qui sont proposées effectivement à ce moment-là. Donc, il y a le récit qui serait de dire on découvre seulement le global depuis qu'on a les outils, la science globale, les satellites, etc., ou les supercalculateurs pour faire la simulation climatique globale. Ça, c'est un argument qui est trop effectivement téléologique, quoi, c'est plus heurté comme histoire, mais c'est vrai que l'échelle du changement fait débat. Il y en a, pour l'enquête de 1821, il y a un préfet dont j'ai oublié le nom, qui dit non mais arrêtez vos bêtises, il y a tellement d'eau dans l'atmosphère, c'est tellement des phénomènes physiques que évidemment les humains n'ont pas pris dessus, ça existe aussi. Hein, donc c'est pas un argument univoque. Pour ce qui est des autres géographies, alors j'ai pas connaissance de travaux sur l'historicité des climats dans la pensée indienne ou chinoise, mais moi, quelque chose qui me frappe, c'est quand on regarde des représentations géographiques du globe chinoise ou indienne, les climats sont pas très présents comparés à la représentation occidentale depuis l'Antiquité grecque, quoi. Depuis Ptolémée, les climats sont sur toutes les représentations globales. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est vraiment quelque chose de fondamental aussi en théorie politique, puisque c'est un argument impérialiste depuis l'Antiquité romaine, hein, c'est-à-dire que ceux qui peuvent se gouverner et gouverner les autres, ceux qui sont nés sous le bon climat.
Et évidemment, les Espagnols réactivent aussi cet argument-là dès le XVIe siècle. Donc, je sais pas que vous dire sur les autres géographies, à part que je sais pas en fait. Mais je pense aussi que le climat a pas du tout la même charge en termes de philosophie politique que ça peut avoir en Europe. Voilà. Alors, dans le livre, vous mentionnez le rôle de l'Académie des sciences dans l'analyse de l'enquête de 1901. A-t-elle joué un rôle important dans la perception du rôle des forêts sur le climat? Alors, l'Académie des sciences, effectivement, c'est elle qui réceptionne toutes les réponses. Enfin, elles sont collationnées au niveau du ministère de l'Intérieur, puis après, le ministère de l'Intérieur envoie ça à l'Académie des sciences. L'Académie des sciences dit finalement on ne veut pas trancher. Trop contradictoire, il n'y a pas beaucoup de mesures, c'est ça qui l'embête beaucoup, il n'y a pas de mesures thermométriques. Et donc, finalement, elle joue pas un rôle très important. D'autant plus qu'il y a des débats. Arago, au début, pense que en 1821, il écrit un papier comme quoi, non, mais il n'y a pas de changement climatique anthropique. En 1836, à l'inverse, à l'Assemblée nationale, il est député, il fait tout un laïus sur le changement climatique pour dire il ne faut pas vendre les forêts nationales. Gay-Lussac, lui, pense qu'il n'y a pas de changement climatique anthropique. Voilà, donc il n'y a pas de consensus à l'Académie des sciences, loin de là. Et finalement, l'enquête de 1821 finit un peu en queue de poisson parce que l'Académie des sciences enterre un peu ça, voilà, fait un enterrement de place à cette enquête. Et c'est peut-être ce que souhaitait le gouvernement, parce que bizarrement, le gouvernement royaliste, quand il lance cette enquête, il est en train de vendre les forêts nationales. Et donc, cette enquête, elle lui sert à recentrer la question sur la Révolution française. C'est depuis 30 ans. C'est pour dire que le changement climatique, c'est pas depuis quelques années, depuis qu'il vend les forêts nationales, mais c'est en fait depuis la Révolution. Et puis, à recentrer la question sur les forêts de montagne. Ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'il y a une opposition entre les forêts de plaine qui, elles, n'auraient pas un rôle climatique important, et puis les forêts de montagne qui auraient un grand rôle climatique et hydrologique. Et évidemment, c'est ce dont ont besoin les propriétaires forestiers, parce que là où il y a vraiment des forêts de valeur, c'est en plaine. Les forêts de montagne, c'est très compliqué à exploiter, c'est pas les forêts qui importent beaucoup pour les grands propriétaires forestiers et les grands propriétaires terriens. Donc voilà, l'enquête de 1821, c'est en fait un jeu subtil aussi entre ultra-royalistes et royalistes libéraux, quoi. C'est-à-dire c'est une réponse des royalistes libéraux contre les arguments des ultras qui avaient eu cours à partir de 1814-1815 quand on commence à vendre on propose de vendre des bouts de forêt nationale. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, je vous propose de passer à la présentation de Yves, et de toute façon, on aura le loisir à la fin de la séance de revenir, bien sûr, sur la présentation de Jean-Baptiste. Voilà, c'est visible. Oui, très bien. Très bien, donc merci Eleanor, merci aux organisateurs pour cette invitation et à Jean-Baptiste pour son exposé. Alors, en réponse à cet exposé, puisque c'est le principe de ces séminaires, mon propos va être de parler de façon générale d'occupation des terres et de météorologie ou climat, en mettant l'accent sur forêt et ennuagement, ou forêt et précipitations, puisqu'avec ça, on est au cœur de l'ouvrage de Jean-Baptiste. Alors, je voudrais d'abord dresser un peu le cadre des recherches actuelles, donner quelques résultats et rendre compte des problématiques. Alors, le rôle des surfaces continentales, et en particulier de la végétation, et en particulier des forêts, il est fondamental dans le système climatique. On le sait depuis quelques dizaines d'années, et c'est quelque chose qu'on aborde sur toute une gamme d'échelles, depuis l'échelle micro, celle qui est l'échelle immédiate de notre environnement, disons inférieure au kilomètre, jusqu'à l'échelle globale et continentale, en passant par les échelles intermédiaires, qui sont les échelles en gros dites du paysage ou régionales, typiquement du kilomètre à quelques centaines de kilomètres. Et c'est typiquement les échelles qui sont abordées par Jean-Baptiste dans son livre. Alors, l'étude de ces interactions surface-atmosphère sur toutes ces échelles, elle donne lieu à beaucoup de thèmes de recherche sur le cycle de l'eau, du carbone, sur l'émission et transport d'un certain nombre de choses, comme des espèces chimiques, des bioaérosols, des poussières, etc.
Et dans ce domaine-là, on a eu d'abord beaucoup de travaux à l'échelle globale, sur de grandes régions, notamment à partir des années 70, quand on a commencé à avoir des observations satellitaires de qualité, des premiers modèles de simulation climatique. C'est quelque chose qui a été regardé de près, et puis des travaux par la suite un peu plus fragmentaires ou dispersés, avec peut-être des modes de temps en temps sur les échelles intermédiaires. Et puis en parallèle, on a eu, plutôt du côté des agronomes ou des gens vraiment de la petite échelle, des travaux spécifiques sur ces échelles très, très fines dont je reparlerai en fin d'exposé. En particulier à l'heure actuelle, sur la végétation urbaine, on a beaucoup de travaux. Alors, dans cet exposé, je vais d'abord aborder rapidement les échelles continentales et globales. Ensuite, je passerai une bonne partie de l'exposé sur ces échelles intermédiaires, puisqu'elles répondent un peu à l'ouvrage de Jean-Baptiste. Et puis, je terminerai pour couvrir tout le spectre par les échelles micro. Alors, aux échelles continentales et globales, on peut trouver énormément d'articles dans la littérature. Là, j'en ai choisi un parmi d'autres, parce que j'ai trouvé ces graphes assez intéressants. Alors, il y a 3 graphes là. Il y en a un qui présente, à partir de données satellitaires, la carte de biomasse dans les zones tropicales et intertropicales. Ici, par un autre satellite, une carte de précipitation. Et ici, une carte d'évaporation. Celle-là calculée par des modèles, parce qu'on n'a pas de satellites qui peuvent directement mesurer l'évaporation. Alors, on pourrait se contenter de ça et de dire, là où on a beaucoup de végétation, on a beaucoup de pluie et beaucoup d'évaporation. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé et on ne sait pas quelle est la poule, quel est l'œuf. Est-ce que c'est la végétation qui évapore beaucoup et qui va donner beaucoup de précipitations? Est-ce que climatiquement, c'est une zone où de toute façon il y a beaucoup de précipitations et donc on a de longue date des forêts? Mais ce n'était pas du tout le propos des auteurs de cet article. Leur propos, c'était de regarder de manière beaucoup plus fine ce qui génère les précipitations, en particulier de s'attacher à la trajectoire des masses d'air qui arrivent à tel ou tel endroit de cette zone. Il y a des moyens de calcul maintenant qui permettent à un instant donné de reconstituer, en fonction des événements météo des journées précédentes, la trajectoire des masses d'air. Et ce qu'ils ont confectionné en faisant cette étude, c'est une espèce d'indice d'exposition des masses d'air à la biomasse, en particulier aux forêts rencontrées pendant leur trajet, les quelques jours qui précèdent l'observation. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a un lien très fort entre les précipitations et non pas la végétation présente, mais l'exposition de la masse d'air à la végétation pendant les journées qui ont précédé. Alors, en particulier, dans ces régions tropicales, ils ont montré que les précipitations étaient, de manière assez générale, au moins 2 fois plus grandes dans les masses d'air qui ont été exposées à de fortes quantités de biomasse les jours précédents. Donc, on a un peu une décorrélation entre ça et la quantité de végétation présente. Et le mécanisme qui est derrière ça, c'est l'alimentation de l'atmosphère en humidité par l'évaporation. Alors, si on a un rôle important de la forêt sur ces évaporations et sur ces précipitations, il était logique de s'intéresser à la déforestation. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'Amazonie en particulier. Vous savez, il y a beaucoup de déforestation en Amazonie. Et la question qui se pose, c'est quelles conséquences ça peut avoir sur le climat, déjà le climat continental, mais le climat global aussi. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Là, vous avez un exemple. Vous avez 2 graphes, saison humide à gauche, saison sèche à droite. Et ces graphes montrent un pourcentage de changement en précipitation à l'horizon 2050, entre 2000 et 2050, en suivant un rythme de déforestation dit business as usual, c'est-à-dire comme à l'heure actuelle. Et ce graphe montre que, alors ça c'est des simulations avec des modèles numériques lourds, ces graphes montrent que une déforestation à cette échelle-là dans le bassin amazonien mène à des baisses très significatives de précipitations, en particulier en saison sèche, et aussi un retard de la saison des pluies. Donc ça, ce sont vraiment à l'échelle continentale, et on va passer tout de suite à des échelles plus fines, en particulier à l'échelle régionale. Alors on va rester toujours en Amazonie,
Et là, vous avez deux études qui ont été faites à l'échelle du Rondônia, c'est un État du Brésil, enfin de l'Amazonie. Vous avez à gauche un exemple ici, c'est une carte de couverture forestière. Donc en vert, c'est les zones qui sont forestées à presque 100%. Et puis en marron, et plus on va vers les marrons sombres, plus on est déforesté. Donc on a une grande zone déforestée avec quelques patchworks de forêts qui subsistent. Et là, vous avez en dessous une carte ça c'est des comptages de pluie, je ne sais plus quelle unité c'est, mais enfin c'est quelque chose qui renseigne sur les précipitations à cette échelle-là. Et là, curieusement, ce qu'on voit, c'est le contraire de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on a des précipitations particulièrement fortes là où on a déforesté. D'autres auteurs ont travaillé sur la même zone, hein, vous reconnaissez la forme déforestée en noir ici, et ils ont fait des cartes d'ennuagement, tout ça c'est des observations, et des cartes de précipitation qui montrent aussi que on a, en tout cas à certaines époques, des précipitations préférentielles dans ces endroits. Et ce qu'ils ont montré aussi, c'est que en fait, on a une tendance, pendant la saison humide, là vous avez les pluies au cours de l'année, ça c'est une courbe moyenne, une courbe classique. La tendance, c'est que sur les zones déforestées, en fait, vous avez une baisse des précipitations pendant la saison humide, et au contraire, une hausse des précipitations en saison sèche. Donc un décalage de la saison des pluies, de la saison sèche, plutôt dans l'année. Alors là, on est en zone tropicale, donc c'est des résultats qui peuvent être un peu surprenants compte tenu de ce qu'on a vu juste avant. Alors qu'est-ce qui se passe en zone tempérée? On va aller voir du côté de chez nous. Là, on va s'intéresser ici au sud-ouest de la France. Vous avez la côte aquitaine ici, les Pyrénées là. Il y a eu beaucoup moins d'études sur les forêts tempérées pour un certain nombre de raisons. La première étude un peu d'envergure, ça a été une campagne qui s'appelait Apex Mobili, qui a été menée par Météo France, par plusieurs organismes comme le CNRS, comme l'INRA, donc dans les années 80 sur le sud-ouest de la France. Et l'objet de cette campagne était d'étudier l'impact des forêts sur la formation des nuages et des précipitations. À ces échelles régionales, c'était assez novateur comme idée. Donc il y a eu des résultats intéressants qui ont été observés, plus forte évaporation sur les forêts, interception plus forte de l'eau, et existence de circulation dite de mésoéchelle, donc des brises de forêt, j'en reparlerai tout à l'heure, qui se superposent à l'écoulement synoptique. Et là, vous avez un exemple de simulation numérique qui avait été faite avec les moyens du bord de l'époque. Vous avez trois cartes qui représentent les précipitations sur cette zone, donc le coin sud-ouest du pays. Donc une simulation de contrôle où la végétation qui était prise en compte, c'était la végétation réelle. Une simulation où toute cette végétation est convertie en 100% de sol nu. Ça, c'est très facile à faire quand vous faites de la simulation, c'est le gros avantage. Et puis une autre simulation, vous aviez 100% de forêt. Et ce que montrent ces courbes, c'est que quand vous êtes en sol nu dans cette région-là et dans les conditions de simulation, vous avez une baisse très forte de l'évaporation une baisse forte des précipitations sur cette zone. Et au contraire, quand vous avez beaucoup de forêt, vous avez une hausse des précipitations. Alors, si on veut comprendre ce qu'il se passe, il faut comprendre les différences qu'il peut y avoir entre ces deux cas de figure, zone tempérée et zone tropicale, en tout cas sur ces exemples que j'ai montrés. Il va falloir aller étudier les mécanismes physiques et physiologiques. Alors, cette diapo est un peu chargée, un peu technique, un peu compliquée. Je vais essayer de la rendre le plus simple possible. Ce que vous avez à gauche, c'est un graphe qui montre un peu les différents mécanismes qui interviennent dans le fait que, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le fait que les forêts peuvent avoir une action sur la formation de nuages. Donc, ce graphe montre un ensemble interactif assez complexe de processus à la fois physiques et biochimiques. Alors, pour faire simple, premièrement, sur une forêt, vous avez un albédo qui est plus faible. L'albédo, c'est la quantité de rayonnement solaire qui va être réfléchi. Un albédo plus faible, ça veut dire que la forêt va absorber plus de rayonnement solaire. Deuxième chose, vous avez ce qu'on appelle en mécanique une rugosité de la forêt
qui est plus élevé par rapport aux cultures qu'on peut trouver à côté. Cette rugosité plus élevée entraîne une turbulence localement qui est plus forte. Cette turbulence aide les flux de chaleur à être évacués vers l'atmosphère et conduit à une baisse de température du feuillage par rapport à ce qui se passe sur les cultures à côté. Donc vous avez une température plus faible, ce qui veut dire que vous allez perdre moins d'énergie radiative dans les grandes longueurs d'onde. Alors, l'ensemble des deux fait que globalement, une forêt reçoit plus d'énergie. On verra peut-être un exemple tout à l'heure. D'autre part, une forêt a un enracinement général un peu plus profond et intercepte mieux l'eau lorsqu'il pleut. Donc, dans des conditions, disons, standards, et potentiellement, il y a une très bonne disponibilité de l'eau sur les forêts, hors période de sécheresse. Et donc, ces éléments font qu'on peut avoir des flux de chaleur et d'humidité qui sont potentiellement élevés, en tout cas plus élevés que dans les zones alentours, lorsque l'humidité n'est pas limitante. En plus, on peut avoir un rôle additionnel alors sur les mécanismes de condensation qui préludent à la formation des nuages, des bioaérosols, c'est-à-dire des bactéries, des microbes qui sont émis par la végétation, et aussi des aérosols organiques secondaires, c'est des éléments, des espèces chimiques qui sont émises en grande quantité et plus par les forêts que par les végétations basses et qui peuvent avoir un rôle sur la génération des nuages. En plus, on a des mécanismes de soulèvement de la masse d'air parce que la masse d'air, quand elle passe sur une couverture de forte extension verticale comme ça, elle est obligée de se soulever, elle ralentit et vous avez une composante verticale de la vitesse. Donc, tous ces phénomènes, même s'ils sont un peu compliqué expliquer rapidement comme ça, il concourt à ce qu'une forêt va être amenée de façon plus facile, je dirais, que les cultures basses, à avoir un rôle sur la formation des nuages. Et puis, vous pouvez avoir aussi des brises de forêt, c'est-à-dire des circulations secondaires. Donc, vous allez avoir, en plus de ce vent synoptique, le vent qui vient, par exemple, dans la région du sud-ouest, qui vient en général de l'Atlantique. En plus de ça, vous pouvez avoir des recirculations locales entre les zones de culture basse ou des zones de sol nu et la forêt. Et ça peut considérablement compliquer les choses. Et une des choses qui pilotent ces brises, ce sont les différences de température à l'échelle de cette région. Alors voilà un exemple. Je vais vous montrer ici un exemple de paysage. Ici, vous voyez un petit paysage avec un plan d'eau ici. Vous avez des zones forestières ici. Vous avez des cultures, une prairie humide. Vous avez ça c'est une prairie qui vient d'être fauchée, du bitume et puis quelques autres choses. Et en dessous, vous avez une thermographie de cette scène. Et ce qu'on voit sur cette thermographie, c'est que le point le plus froid de la Seine, c'est l'eau, ce qui est assez attendu parce que lorsque vous avez de l'eau libre comme ça, tout le rayonnement qui arrive dessus, il est converti à peu de choses près en chaleur latente, c'est-à-dire en évaporation. Donc il n'est pas toute l'énergie passe dans la vaporisation de l'eau. Elle sert très peu à réchauffer l'eau, un peu, mais pas beaucoup. Les forêts sont à une température à peine plus élevée, vous voyez, là en l'occurrence 28 degrés au lieu de 26. Une prairie humide va être un petit peu plus chaude, et puis dès qu'on passe à des choses comme des chaumes, du sol nu, de la végétation éparse, on arrive tout de suite à des températures plus élevées, sans parler de l'asphalte qui va aller beaucoup plus haut. Et en fait, ces différences de température à l'échelle de la petite région, de la plus grande région, contribuent à générer ces circulations de mésoéchelle, donc des brises ou des thermiques. En gros, si vous avez une forêt à un endroit avec une relativement bien alimentée en eau et puis dans l'environnement immédiat une grande zone de sol nu et sec, vous allez avoir une température beaucoup plus forte sur le sol nu, des thermiques qui vont être générées, et ça peut vous faire une brise de forêt dans l'autre sens. Et en fait, les gens qui avaient publié ces articles sur l'impact des zones déforestées sur les précipitations, c'est ce mécanisme dont ils faisaient l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on a en fait toutes ces hétérogénéités du paysage génèrent ces circulations qui viennent considérablement
complexifier les phénomènes que l'on a l'habitude de regarder, et vous pouvez avoir des effets inverses, donc des précipitations plus fortes sur les zones forestées, alors que dans beaucoup d'endroits, on voit le contraire. Donc on a un ensemble de mécanismes qui est très complexe, avec des processus interactifs, avec des rétroactions, et ça nécessite d'étudier plus finement ces échanges si on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Alors, à cet égard, il y a une étude clé qui a été publiée récemment, en 2017, il y a 4 ans, par une équipe internationale qui a eu l'idée de regarder de façon assez précise l'effet des forêts tempérées sur cet ennuagement local. Alors, pour s'affranchir de problèmes de relief qui auraient compliqué la chose, ils ont choisi deux massifs français, le massif des Landes, ici, vous reconnaissez le triangle de la forêt des Landes, et puis la forêt de Sologne, qui est un massif plus restreint en termes de taille, qu'on trouve ici, là, dans la région d'Orléans. Et ce qu'ils ont fait, ils ont rassemblé 10 années de données de satellites géostationnaires. Donc les satellites géostationnaires, c'est les satellites qui tournent en même temps que le globe, donc ils voient toujours le même endroit du globe. Et ce sont des satellites qui, en tout cas celui qui a été utilisé ici, un canal dans l'infrarouge. L'infrarouge, ça permet de voir les nuages. Ils ont pris les données toutes les 15 minutes pendant 10 ans. C'est un énorme ensemble de données qui leur a permis de regarder finement comment se comporte l'ennuagement sur ces forêts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est manifeste ou non? Et là, ce que ce graphe montre, c'est la fréquence d'ennuagement en juin, juillet, août, donc les mois d'été, là où vous avez beaucoup plus de thermique, en gros, de convection. Et ce qu'ils ont montré, d'abord, c'est que la zone où on voit la plus grande fréquence d'ennuagement, elle épouse assez fidèlement la zone forestière, aussi bien dans les Landes qu'en Sologne. On retrouve même les couloirs ici. Alors ça, c'est très intéressant, et on peut regarder un peu de temps arrivé. Voilà. Voilà, j'espère que vous la voyez. Donc ici, là, vous avez la côte aquitaine avec le bassin d'Arcachon ici, Bordeaux là. Donc c'est en boucle sur la même journée répétée plusieurs fois. Et ce que vous voyez, voilà, là on est le matin. Non, ça va revenir. Voilà, là on est dans la matinée et vous voyez ces nuages qui vont ces cumulus de beau temps qui vont se former sur le triangle landais d'une manière très caractéristique. Voilà, si je coupe ici, là, vous avez exactement la forme du triangle landais. Vous avez l'ensemble du massif est couvert par ces petits nuages qui se produisent là et pas ailleurs. Alors, c'est très intéressant. Et ce qu'ils ont fait en plus, dans le même article, et qui est encore plus intéressant, c'est que leurs 10 années de données, elles couvrent toute une période de 5 ans avant la tempête Klaus et 5 ans après. Et la tempête Klaus, c'est une tempête qui a eu lieu en janvier 2009 et qui a été, si vous vous en rappelez, assez destructrice pour la forêt des Landes. Dans le cœur de la forêt des Landes, vous avez plus du tiers des arbres qui sont tombés. Donc, dans l'espace d'une nuit, vous avez perdu en gros un bon tiers de la forêt. Alors, c'est dramatique. Du point de vue scientifique, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous fait une espèce d'expérimentation en grandeur nature. Qu'est-ce qui se passerait si je supprimais un tiers de forêt du jour au lendemain? Alors, c'est des choses qu'on peut faire numériquement, et là, vous avez des observations, c'est extrêmement intéressant. Et ce qu'ils ont fait, plutôt que de regarder l'ennuagement lui-même, ils ont, pour s'affranchir de dérives éventuelles, ils ont fait la différence entre l'ennuagement au cœur de la forêt des Landes et l'ennuagement sur 2 carrés non affectés par la tempête qui se trouvaient à côté et qui ne sont pas des carrés forestiers. Et en faisant ça, si vous portez la différence d'ennuagement entre ces deux ensembles de données, eh bien, dans les 5 ans qui précèdent la tempête Klaus, vous avez un certain type d'évolution avec un ennuagement qui est plus fort chaque année. Vous avez un cycle en fait annuel avec un ennuagement, une différence d'ennuagement qui est maximum en été, toutes les années.
Et puis survient la tempête. Après la tempête, vous avez considérablement réduit cette différence d'enneigement. C'est-à-dire que la perte d'un tiers de la forêt a généré une baisse significative et continue pendant plusieurs années d'enneigement. Donc ça, c'est très intéressant parce que un tiers de forêt qui disparaît, ça n'est pas incompatible avec une action humaine de déforestation. Et jusqu'à présent, ça n'avait été étudié qu'à l'échelle vraiment de la très grande échelle, comme on disait tout à l'heure sur l'Amazonie. Là, on s'aperçoit que même à échelle régionale, méso-échelle, comme on dit, à l'échelle de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, on peut avoir des effets de ce genre-là. Donc là, il y a une question légitime du coup qui apparaît, qui est, mais finalement, quel serait l'impact de différents types de changements d'occupation du sol? Parce que vous avez un certain nombre de raisons qui font que l'occupation des sols évolue. Vous avez les dégâts dont on vient de parler. Il y a la tempête, mais il y a aussi des dégâts dus aux incendies. Il y a des dégâts à l'heure actuelle dus à beaucoup de pathogènes, de parasites des forêts qui font dépérir pas mal de la forêt dans pas mal d'endroits. Mais vous avez aussi des conversions de forêt en culture. Là, vous avez ici, c'est la carte d'occupation des sols en résineux, enfin le panéland en gros, et vous voyez que la forêt est très mitée. Vous avez beaucoup d'endroits où vous n'avez pas du tout de forêt, ou des forêts très clairsemées. Enfin, vous avez un patchwork de forêts et de cultures. Vous avez développement assez frappant en ce moment de fermes solaires. Celle-ci est à proximité de Bordeaux, à Cestas, dans la grande banlieue. C'était, il y a quelques années encore, la plus grande ferme solaire d'Europe, avec 260 hectares, je crois. Et vous avez pas mal de projets de choses comme ça. Vous avez l'urbanisation, vous avez, et puis un certain nombre de choses liées aux politiques forestières. Les gens se sont posés beaucoup de questions après les tempêtes de 2009 et de 99 sur faut-il continuer à faire du pain des Landes, faut-il raccourcir les rotations, faut-il changer d'espèce, faut-il faire tout à fait autre chose. Et tout cela, ça peut amener à des changements d'usage des sols. Donc, pour raisonner là-dessus, on a nécessité de mieux comprendre les interactions sur l'atmosphère à ces échelles-là. Et on a, pour cette raison, et parce qu'on y était incité aussi, monté un projet de recherche qui a été financé par le Lab Scott en Aquitaine, qui s'appelle LUCA, pour l'utilisation des terres, climat régional et chimie atmosphérique, l'impact des surfaces forestières sur l'ennuagement et la qualité de l'air dans le sud-ouest de la France. Alors, c'est un projet qui est en cours, donc, qui est mené par plusieurs organismes, comme l'INRA, le CNRS, Météo France, des labos du CNRS, l'Université de Bordeaux, l'Université Paris-Créteil. Il y a 3 volets dans ce projet. Un volet qui consiste à élaborer des scénarios socio-économiques relatifs au changement d'occupation des terres à l'échéance de 20-30 ans. Vers quoi on va? Est-ce qu'on peut imaginer différents types de scénarios? C'est la prospective. En parallèle, le développement d'un système de modélisation qui soit capable de simuler l'impact de l'utilisation des terres à échelle très fine, donc c'est le climat régional, mais avec une résolution suffisamment fine. Et puis, la réalisation d'études de sensibilité grâce à ce système de modélisation au scénario socio-économique et avec l'étude sur la formation des nuages, sur les précipitations, les températures de l'air, et puis il y a tout un volet chimique aussi dont je ne vous parlerai pas ici. Donc ça fait l'objet d'une thèse de Gaëtan Noal, 2019-2022, qui s'appelle « Impact des surfaces forestières sur l'enneigement dans le sud-est de la France », et qui est encadrée conjointement par Météo France et par l'INRA. Alors, la thèse est en cours, je n'ai pas beaucoup de résultats à vous montrer, simplement je montre juste le principe. On a un système de modélisation qui est en fait le modèle MESO-NH, qui est un modèle de recherche atmosphérique, qui est piloté par Météo France et le laboratoire d'aérologie, et qui prend en compte à la fois l'atmosphère, mais aussi toutes les surfaces continentales, le sous-sol, l'hydrologie, enfin tout, à une résolution suffisamment fine, les échanges surface-atmosphère et l'atmosphère sur des échelles typiquement compatibles avec l'étude dont je vous parle, avec ce projet LUCA. Et pour être un peu plus précis, la végétation, typiquement dans ce genre de code numérique, de modèle de simulation, elle doit être suffisamment détaillée pour pouvoir prendre en compte le comportement des flux radiatifs, donc les rayonnements qui sont absorbés par la végétation, qui sont réfléchis, mais aussi les différents flux d'évaporation, de chaleur sensible, de
le flux dans le sol, et puis la pénétration de l'eau dans le sol, la transpiration, l'interception, enfin voilà, tous les phénomènes qui vont être déterminants sur l'évaporation en particulier et le relargage d'énergie dans l'atmosphère, les échanges surface-atmosphère de manière générale. Alors, juste un exemple, parce que sur une journée qui sert actuellement de test, qui est des observations satellitaires là sur cette journée qui est le 9 juillet 2003 à 13 h, vous avez une observation de nuages qui reproduit ce que je vous ai montré tout à l'heure avec on voit très bien le triangle de la forêt des Landes qui est ennuagé et puis quelques bandes nuageuses, notamment en Charente, Dordogne et sur les Pyrénées. Et là, ce sont des simulations, des résultats de simulation faites avec mes ONH qui va montrer celle-ci, la fraction d'ennuagement. Alors, c'est pas très clair ici, mais vous reconnaissez là aussi. On a une prédiction qui est assez intéressante de cette couverture nuageuse sur la forêt des Landes. On a même les prédictions en Dordogne et puis un peu sur les Pyrénées. Ici, c'est une simulation de la hauteur des nuages. Vous retrouvez un peu ces mêmes choses. Voilà, alors, je vais bientôt finir, en ce sens que le panorama de ces relations végétation-météo, végétation-climat, il ne serait pas complet si on n'allait pas jusqu'à l'autre bout du spectre, donc la micro-échelle. Donc j'ai choisi d'évoquer en une seule diapo la végétation urbaine et son impact éventuel sur... Alors là, on ne parle plus de météorologie ou de climatologie, mais de microclimat, de micrométéorologie. J'en parle parce qu'il y a une tendance actuelle assez forte à la végétalisation des villes. À titre d'exemple, il y a la commune de Toulouse a annoncé qu'à l'échéance de 2030, elle allait planter 100 000 arbres en ville. La métropole de Bordeaux, elle, avance le chiffre d'1 million d'arbres, toujours à la même échéance. Et alors, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un rôle avéré de la végétation urbaine sur le microclimat. Là, j'ai mis un exemple, c'est la ville de Rotterdam. Vous avez une thermographie infrarouge prise depuis l'espace. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Et quand vous regardez petite zone par petite zone la température de surface et que vous regardez comment ça se comporte par rapport au pourcentage de surface verte, donc pourcentage occupé par de la verdure, là vous avez une relation très nette. Donc plus vous avez une fraction importante de végétation, plus la température est faible. Alors après, il ne faut pas confondre, là vous avez 8 degrés à peu près d'écart sur cette image entre les zones qui sont très densément bâties et les zones où il y a beaucoup d'espace vert. Alors, il ne faut pas confondre température de surface et température de l'air. Là, vous avez un exemple, c'est un parc dans une ville japonaise. Donc, c'est un parc qui fait à peu près, vous avez l'échelle ici, 100 mètres, donc mettons 300 mètres sur 300, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, une dizaine d'hectares. Et vous avez, au milieu du parc, vous voyez, vous avez à peu près 30 degrés, et vous passez à 33 degrés à 200 mètres de là, ou dans les quartiers avoisinants. Vous avez une baisse significative de la température au milieu du parc. Après, ce sont des cas documentés, mais il y a aussi des gens qui ont fait des analyses presque une méta-analyse d'un ensemble d'une vingtaine, trentaine de cas de figure répertoriés dans la littérature et qui montrent, là vous avez la température de la ville moins la température du parc. Là c'est tous des cas où on reportait des températures de parc et de ville. Et vous voyez qu'en moyenne on est à peu près 1 degré d'écart journalier sur de rafraîchissement par le parc. Ça, ce sont des parcs relativement grands, de quelques centaines de mètres au moins. Alors, donc effectivement, la végétation urbaine, en particulier les parcs urbains, font un peu des îlots de fraîcheur, dans l'îlot de chaleur urbain, pour utiliser le vocabulaire consacré. Le rôle des arbres là-dedans, c'est surtout l'ombrage. Le rôle sur la température de l'air, vous le voyez ici, il est quand même un peu plus faible. Et la tendance actuelle, elle est de faire des micro-forêts urbaines. Alors, les micro-forêts, c'est un concept issu d'un japonais qui s'appelle Miyawaki,
Et une microforêt urbaine, ça va être une forêt sur 100, 200 mètres carrés, donc une toute petite surface, mais qui va être extrêmement densément peuplée, où on va planter 3, 4, 5 arbres par mètre carré. Et puis on se dit que ça va rafraîchir le voisinage de façon efficace si on en plante plein en ville. Et alors c'est assez médiatisé, et les mairies qui végétalisent les villes se font, comment dire, tombent un peu dans le panneau. Là, il y a j'ai mis une citation du maire d'une grande ville du sud-ouest de la France qui a dit: une microforêt de 100 mètres carrés peut faire baisser la température d'1 degré dans un rayon de 100 mètres. Alors ça, c'est tout à fait faux. Figurez-vous que 100 mètres carrés, c'est 10 mètres sur 10. C'est un cercle de diamètre de 11 mètres. Donc c'est tout petit. Il n'y a aucune possibilité quelque chose d'aussi faible puisse faire baisser de façon aussi significative et à une distance aussi importante la température. Donc il y a d'autres raisons qui peuvent faire le choix d'installer des micro-forêts, des raisons liées à l'esthétique, au pouvoir récréatif, à des choses comme ça, mais pas sur l'aspect microclimatique sensu stricto. Voilà, je voulais terminer en guise de conclusion, juste rappeler quelques points. D'abord que ce domaine-là, celui qui est finalement au cœur de l'ouvrage de Jean-Baptiste, c'est un domaine de recherche qui est actif, alors qui embrasse toutes les échelles, mais avec beaucoup de recherche qui est faite à l'heure actuelle sur ces échelles intermédiaires. On a vu et on sait que les surfaces végétales, en particulier les forêts, elles ont un rôle direct dans les bilans d'eau et d'énergie. Elles alimentent l'atmosphère en humidité, en chaleur, mais elles ont un rôle indirect aussi via l'ennuagement et les précipitations, pas à l'échelle d'une cité, mais à des échelles au moins supérieures à 100 km. On l'a vu avec l'exemple de la forêt des Landes. Alors c'est un domaine qui est très complexe parce que vous avez senti, même si l'exposé est court, que c'est le siège de processus interactifs, de rétroaction, qui sont pas très bien compris. On a besoin d'observation, on a besoin de modèles de simulation qui prennent en compte surtout finement le fonctionnement de la végétation. Et ça, c'était pas le cas des modèles des années 70-80. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été, d'idées fausses qui ont été produites parce qu'il y a des mécanismes qui n'avaient pas été pris en compte et qui pouvaient, une fois pris en compte, faire basculer les résultats dans un autre sens. Voilà, donc c'est encore sur les échelles régionales qu'il y a le plus de choses à faire, je dirais. Et globalement, on a des implications potentielles de ces études-là pour raisonner un peu mieux la gestion forestière, l'aménagement du territoire, des modalités d'atténuation du changement climatique. Alors, dans un certain nombre de ces articles très enthousiastes, on imagine un certain nombre de choses, comme mettre par exemple de vastes zones boisées sur la façade ouest des villes, qui ferait que ces forêts produiraient des nuages qui viendraient diminuer le rayonnement reçu par les villes, donc limiter le niveau de chaleur urbain. Dans un autre article, on parle de mettre des alternances de bandes boisées et non boisées. Vous avez vu tout à l'heure que l'hétérogénéité du paysage est propice à générer des nuages en quelque sorte. Donc on raisonne beaucoup à l'heure actuelle de services climatiques rendus par les forêts, avec dans quelques articles des choses qui ressemblent plutôt à la science-fiction qu'autre chose. Mais en tout cas, on l'a vu notamment avec l'exemple de l'effet de la tempête Klaus. Il y a quand même des choses à considérer et à regarder parce que ce sont des échelles compatibles avec l'action de l'homme. Voilà, je vous remercie. Oui, je vous propose, comme le temps file, qu'on passe directement à la présentation de Sylvie, comme ça on aura un peu plus de temps à la fin pour discuter.